Rebonjour à celles et à ceux que j'ai vus ce matin, bonjour à ceux qui viennent d'arriver cet après-midi. Et l'équipe du congrès m'a demandé de traiter ce sujet sur les dispositifs glottiques, à savoir tout ce qu'on a toujours voulu savoir sur les dispositifs supraglottiques sans jamais oser le demander. Donc on va voir une première partie finalement où ça va être un peu l'histoire du masque laryngé, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on utilise assez fréquemment. Probablement on a une utilisation plus importante dans les structures libérales qu'à l'hôpital public, mais c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement et on ne sait pas forcément l'histoire de ce masque laryngé. On va voir après les grands principes de ventilation sur ce genre de dispositif, avant de voir les applications, les trucs et astuces, du coup, afin de pouvoir se sortir de situations parfois qui peuvent être délicates. Et enfin, on va rentrer dans le vif du sujet avec des pratiques qui pourraient être considérées comme disruptives. Alors, le masque laryngé, c'est quand même assez vieux. Ça date de 1983. Ça a été inventé par Monsieur Brain, qui a mis en place du coup un système comme ça pour venir englober les voies aériennes directement au niveau du larynx et pouvoir ventiler nos patients. Si on reprend, il y avait un premier prototype qui date de l'avant-guerre, donc des années 1930. C'est le premier masque laryngé, on va dire. Il se mettait plutôt au niveau du pharynx, donc il y avait beaucoup de fuites, et il permettait de ventiler les patients. Ça, c'est un Canadien qui l'avait mis en place. Quand on regarde depuis l'utilisation, depuis la création par M. Brain du premier masque laryngé comme on l'entend là en 1983, vous pouvez voir qu'il y a eu une explosion de son utilisation. Ça, c'est le nombre de publications au sujet du masque laryngé au cours du coup des 30 dernières années, avec bien sûr dans un premier temps beaucoup de publications sur des masques laryngés de première génération, et ensuite quand les deuxièmes générations sont sorties, il y a eu plus de publications qui sont montées, avec une chute, un arrêt de l'utilisation de ces masques de première génération. On va revenir dessus, savoir qu'est-ce qu'un masque de première génération et de deuxième génération. Alors ça peut paraître très bête, mais personnellement, en fait, j'ai compris très tardivement au cours de mon internat comment se positionnait le masque laryngé. Je le mettais comme ça, généralement on galérait, puis on entendait le petit splouk. On disait c'est bon, mais de comprendre vraiment comment il fonctionnait et où il se positionnait, j'ai mis beaucoup de temps. En fait, je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Donc je pense que des choses comme ça, des fois qui sont très bêtes, en fait, on n'ose pas le demander. On ose encore moins le demander quand on arrive à la fin de l'internat ou quand on est chef et qu'il y a un interne qui nous dit mais ça se pose comment? Et quand on n'a jamais répondu, quand on n'a jamais réfléchi à cette question, on se sent un peu con. Donc le masque laryngé, en fait, il se met au niveau du larynx et va y avoir la partie du bourrelet qui va venir en fait contre les cordes vocales. Et tout le bourrelet autour va venir faire l'étanchéité avec la pointe du masque laryngé qui va venir fermer l'œsophage. Alors ça ne sera pas une fermeture hermétique, ça sera moins hermétique entre guillemets qu'une sonde d'intubation avec un ballonnet gonflé, mais ça va permettre de ventiler nos patients. Une autre vue, du coup, en 3 dimensions pour vous faire voir à quel endroit on met ce masque laryngé. Donc, dans les masques laryngés, il y a beaucoup de types, et même, je fais un abus de langage quand j'utilise le terme de masque laryngé, parce que masque laryngé, c'est une marque. En fait, on parle de dispositif supraglottique, et effectivement, le premier, c'était un masque laryngé, du coup. C'est vraiment le tout premier qui a été créé, le masque laryngé classique, avec un coussinet qui permettait d'être gonflé. Et surtout, la grande différence par rapport aux autres masques laryngés, aux autres dispositifs supraglottiques de deuxième génération, c'est que celui-là, il n'a pas de canal opérateur, ici, de canal pour vider le liquide gastrique. Vous savez, ce petit trou, au début, on ne sait pas du tout à quoi il sert au niveau du masque laryngé. Mais en fait, c'est un canal pour vider, pour aspirer, si jamais on a besoin, le contenu gastrique, pour pouvoir vider l'air qui a pu rentrer au niveau du liquide gastrique. Et ça va permettre d'améliorer l'étanchéité de notre masque laryngé. Et l'ensemble de cela,
que le coussinet soit gonflable, ou alors sur les formes les plus récentes, qui soient en une sorte de silicone, de gel. Tout ça, ce sont des dispositifs supraglottiques. Donc, comme je vous disais, il y a les dispositifs de première génération, les dispositifs de deuxième génération. Maintenant, on ne connaît quasiment que ça, que les dispositifs de deuxième génération. Donc, c'est ce canal d'accès gastrique. Et y a-t-il des dispositifs de troisième génération? Peut-être que c'est plus quelque chose que les industriels veulent développer, mais peut-être la troisième génération, c'est un masque laryngé avec un écran du coup délocalisé pour voir ce qu'on fait. Et pour ceux qui étaient à la présentation ce matin sur la gestion des voies aériennes, justement, souvenez-vous, il y avait le LMA Fast Track où il y avait un écran délocalisé et on pouvait voir nos cordes vocales dessus. Donc probablement, en tous les cas, il faut abandonner le masque laryngé vintage, donc c'est-à-dire le premier de première génération, et n'utiliser que des dispositifs supraglottiques qui ont un canal d'aspiration. De toute façon, la plupart du temps, nous, on ne se pose pas la question. Dans nos centres, on n'a que des deuxième génération. Au niveau de l'application pratique, le questionnement de la taille de notre masque laryngé, c'est assez facile. Ça dépend en fait du poids du patient. Et souvent, sur l'emballage du constructeur, ça vous dit des ranges de poids, la taille 4, la taille 5, entre 50 et 70, au-delà de 70. Ça, c'est vrai probablement chez les gens qui sont dans une fourchette d'IMC normale. D'accord ? Chez les patients qui vont avoir des IMC à 35, à 40, on ne va pas monter indéfiniment notre taille. D'accord ? Donc il faudra peut-être à un moment donné mettre des garde-fous et adapter tout cela. La technique. Alors il y a des techniques, j'ai appris ça en faisant le topo, qu'il y avait des techniques d'écrit pour mettre le masque laryngé. La plupart du temps, on fait un peu comme on peut, on met dedans jusqu'à avoir ce ressenti, en fait, ce petit ressaut qui permet de faire voir qu'il y a une bonne insertion. Mais vous voyez, il y a les techniques d'insertion des masques de Bren et celles qui sont apparentées. Une technique qui peut parfois aider, c'est vrai que des fois on a du mal à glisser, à suivre la courbure, c'est de rentrer le masque laryngé à l'envers. En fait, on va le rentrer à l'envers, on va le tourner comme ça au moment de l'insertion, et ça va pouvoir permettre de faciliter l'introduction et surtout le bon positionnement de notre dispositif supraglottique. Un peu comme l'intubation. Je pense que vous avez déjà dû avoir, vous êtes juste devant, vraiment le patient il est corps maquin, on y arrive et on bute, on n'arrive pas à la sonde d'intubation, on a envie d'aller qu'en haut, et du coup il faut tourner. On fait, alors ceux qui avaient des 2 chevaux disaient on passe la vitesse sur les 2 chevaux, comme ça. On tourne et souvent, hop, ça permet de prendre la bonne angulation. Donc c'est à peu près pareil avec notre masque laryngé. Monitorage. Alors, quand il y a du gel, on ne monitore rien sur notre dispositif supraglottique. Par contre, les dispositifs supraglottiques qui ont un coussinet, on est censé le monitorer. Et il est acceptable d'avoir du coup des pressions dans ce coussinet qui sont à 60 cm d'eau chez l'adulte, probablement plus basses chez l'enfant, autour de 40. Attention, on est censé surveiller ces pressions dans le coussinet de manière répétée au cours de l'anesthésie, et notamment pour, s'il y en a qui l'utilisent encore au cours de l'anesthésie, mais du protoxyde d'azote. Et c'est vrai que le protoxyde d'azote, on l'utilise beaucoup moins avec nos halogénés, peut-être encore chez l'enfant. Et on est censé, normalement, surveiller du coup, cette pression du ballonnet qui pourra être modifiée au cours du temps et surtout augmentée. Et s'il y a une trop grosse pression dans le ballonnet, on a l'impression, on peut se dire, on s'en fiche, c'est pas grave, tout ça. Non, il y a des cas qui sont décrits de lésions au niveau de certains nerfs, au niveau du larynx, par compression de ce ballonnet pendant une trop grande période et qui vont entraîner du coup des dysphagies, des dysphonies et qui peuvent être invalidants chez certains patients. Alors ça, c'est la vision directe pour la bonne position du masque laryngé. Vous voyez, elle refuse un peu l'épiglotte sur l'eau et vient se bloquer dessus. Et après, il y a plein de malpositions dessus. Donc c'est juste pour illustrer les propos. Le masque laryngé qui se met en travers, qui se retourne comme ça, qui va du coup ventiler l'œsophage au lieu de ventiler les voies aériennes. Enfin, globalement, on peut tout trouver. Rassurez-vous, ce ne sont pas des dilacérations de trachée ici, c'est sur mannequin. Donc, c'était pour vous faire voir la bonne position. Les avantages du masque laryngé, un certain confort pour le patient.
parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais une intubation, pour peu que les cordes vocales n'étaient pas vraiment ouvertes ou tout ça, on peut avoir vraiment des dysphonies. Alors, ça va du simple mal de gorge à vraiment des lésions qui peuvent poursuivre. Un confort pour l'anesthésiste, il faut le dire aussi, c'est quand même du coup plus rapide de mettre un masque laryngé qu'une intubation. On s'expose à certains risques en moins, on s'expose à d'autres risques. Une profondeur d'anesthésie qui est moindre, qui est censée être moindre en fait avec le masque laryngé, même si généralement, souvent en pratique, on fait quand même des grosses doses parce qu'on n'utilise pas forcément de curare à l'induction. Alors que lorsqu'on utilise un curare, on a tendance des fois à diminuer les doses. C'est moins traumatisant et il y a moins de complications respiratoires à type de toux, notamment, beaucoup de toux dans les suites de l'intervention. Les inconvénients, c'est qu'il n'y a pas de sécurisation des voies aériennes supérieures. Forcément, le patient estomac plein, obèse, avec un RGO actif, bon, on va peut-être éviter, on reviendra dessus. Les déplacements qui peuvent être fréquents, et on le verra, au-delà d'une certaine durée, le masque laryngé a tendance à se déplacer. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté. Donc c'est vrai que si on laisse le patient sans surveillance, ce qui ne devrait pas arriver, mais admettons que ça arrive, ça peut être problématique. Les fuites au cours du temps et après certaines complications qui sont propres. Dans les indications, généralement, ce qui ressort sont plutôt les chirurgies courtes. Alors le cut-off, il est mis autour de 2 heures, mais il est purement arbitraire et il n'y a pas grand-chose dessus. Il n'y a pas de RCT, en tous les cas, qui dit au-delà de 2 heures, on fait masque laryngé versus pas de masque laryngé. Il n'y a rien dessus. On a des case reports. Alors il y en a un, c'est maximum 9 heures sur masque laryngé. C'est un case report, c'était un patient en traumatologie qui avait eu un masque laryngé mis par les paramédics au début, et puis il avait un gros trauma facial, donc ils ne l'ont pas changé. Voilà. C'est quand même particulier, hein. C'est pas la sleeve, c'est pas le Levis Santi qui est sur masque laryngé, on est d'accord. Mais voilà, en tous les cas, ils n'avaient pas vu de fuite. Les patients les patients à jeun et les patients en décubitus dorsal. Décubitus dorsal, je mets le point d'interrogation. Il y a certains praticiens qui peuvent l'utiliser en décubitus ventral. Voilà, on s'expose à certains risques, mais globalement, ce sont les 3 indications qui sont retenues. Ça, c'est surtout chez l'adulte. En pédiatrie, il y a vraiment une place du coup pour le masque laryngé. C'est vraiment là où ça trouve toute sa place. D'ailleurs, ça trouve tellement sa place que les recommandations, la SFAR s'est positionnée dessus. Alors, ce n'est pas un grade 1, mais c'est quand même un grade 2+. Du coup, où il était probablement recommandé d'utiliser un dispositif supraglottique plutôt qu'une sonde d'intubation. Il y a certaines limites, mais justement pour diminuer l'incidence des laryngospasmes et des dispositifs des hypoxémies au moment du retrait du dispositif. Donc c'est pour ça que le masque laryngé est associé à moins de complications respiratoires, les laryngospasmes. Alors la toux encore, c'est pas très grave, mais les laryngospasmes, les bronchospasmes et ces hypoxémies, c'est vrai que l'utilisation du masque laryngé montre une diminution de ces effets indésirables, et on sait que ce sont des effets indésirables qui font peur et qui peuvent être redoutables, notamment chez l'enfant. Donc le masque laryngé est probablement une très bonne indication chez l'enfant, y compris chez le tout petit, chez les patients de moins de 1 an. Ici, du coup, un RCT qui regardait l'effet du masque laryngé, enfin du dispositif supraglottique chez les enfants de moins d'1 an, et on avait un bénéfice à l'utiliser. Chez l'enfant enrhumé, si jamais on ne peut pas repousser l'intervention, il n'y a pas de recommandation, la SFAR ne s'est pas positionnée dessus. Alors il n'y a pas de recommandation, ça ne veut pas dire que c'est interdit. C'est juste qu'ils ne se sont pas positionnés, pardon. Ils n'ont pas dit on peut le faire, mais ils n'ont pas dit qu'on ne pouvait pas le faire. Les contre-indications, celles qui semblent sortir aussi, c'est bien sûr toutes les situations où il y a une protection des voies aériennes qui sont nécessaires. Le patient qui n'est pas à jeun, qui arrive de la traumatologie, par exemple une cheville ou autre, chez lui, normalement, il ne faut pas mettre de masque laryngé. Les situations à risque, le RGO, la hernie hiatale, probablement si elle est symptomatique. Parce que si on ne met plus de masque laryngé à tous les gens qui disent oui, je suis un peu sensible de l'estomac, et voilà, globalement, on ne mettra plus beaucoup de masque laryngé. Donc probablement, c'est chez les patients qui sont symptomatiques, il ne faudrait pas mettre de masque laryngé. L'absence d'accès aux voies aériennes.
sur la chirurgie maxillofaciale quand le patient a la tête sous les champs, que le chirurgien est dessus. Si jamais il y a un masque justement qui bouge ou qui se désadapte, ça peut être délicat. C'est vrai qu'avec la sonde d'intubation, on peut avoir une sécurité là-dessus. Les augmentations de la pression abdominale, avec un beau modèle d'augmentation de la pression abdominale qui est la cœlioscopie. On reviendra dessus, mais ça reste une contre-indication qui est souvent évoquée. Après, faut-il mettre un masque laryngé sur une cœlioscopie? On verra un peu plus tard. Et les chirurgies longues, c'est vrai, notamment sur le fait que ça peut bouger par la suite. Alors, quelques questions, finalement. J'ai essayé de regrouper les questions que, à titre très personnel, donc c'est très subjectif, hein, c'est les questions auxquelles je me suis posé, enfin je me suis posé ces questions quand j'étais interne. Et globalement, il y avait toujours des gens pour dire oui, mais non, il ne faut jamais faire ça, ou alors oui. Voilà, les curares. Voilà, la première fois que j'avais utilisé un masque laryngé, on m'avait dit surtout pas de curare avec les masques laryngés. Et c'est vrai que j'étais un peu dans cet état d'esprit, et j'avais pas vraiment compris pourquoi. Alors les curares, on est d'accord, c'est pas systématique lors de l'introduction. Mais pas systématique ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en faire. On peut faire des petites doses, et notamment, c'est recommandé si jamais il y a une obstruction avec notre masque laryngé, on a une gêne. Si jamais on a essayé d'augmenter la sédation et qu'on a toujours une gêne avec notre masque laryngé sur la ventilation, on peut utiliser une petite dose de curare. En tous les cas, ce n'est pas contre-indiqué, et dans les recommandations, que ce soit de l'ASFA, on peut lire voilà, des choses, une petite dose de curare avec le masque laryngé, enfin du moins on comprend comme cela. La ventilation, comment on ventile un patient sur un masque laryngé? Patient au bloc opératoire, je ne parle pas du patient en SDRA, en DV, avec des manœuvres de recrutement, tout ça. Mais comment on ventile? Alors, la question de la ventilation spontanée, c'était surtout avec les dispositifs de première génération. Sur les dispositifs de deuxième génération, généralement on utilise du volume contrôlé ou alors de la pression contrôlée. Comme je vous l'ai dit ce matin, la plupart des gens utilisent en France du volume contrôlé, ce qui ne veut pas dire que la pression contrôlée n'est pas intéressante, mais la plupart des gens utilisent du volume contrôlé. Les dispositifs de deuxième génération permettent plus facilement d'utiliser un mode en volume ou en pression contrôlée parce qu'on a des pressions de fuite qui sont beaucoup plus importantes que les dispositifs de deuxième génération. Et ça, c'est grâce au canal d'accès gastrique qui permet d'assurer une meilleure étanchéité. Et on va avoir, vous voyez, des pressions de fuite qui sont beaucoup plus grandes. Et donc, on va pouvoir ventiler nos patients avec des régimes de pression un peu plus élevés. Et la VSAI, il n'y a rien qui n'empêche de faire de la VSAI, notamment en pédiatrie, sur le masque laryngé. Maintenant, dispositif supraglottique et pression expiratoire positive. Comme les curares, on m'avait dit généralement, il ne faut pas mettre de PEP dessus, ça fuit, et voilà. Donc, pareil, au début, je ne mettais pas du tout de PEP. Mais finalement, pourquoi? Parce que quand on est tout seul dans le bloc opératoire, on monte un peu, puis finalement, on se rend compte que ça ne fuit pas énormément. Je ne vous dis pas de mettre 15 de PEP, hein, mais juste une PEP physiologique à 1,5. Enfin, pas une PEP physiologique, mais justement pour lutter contre l'effet physiologique du poumon qui sera tatine, on va dire, lors de l'anesthésie générale, mettre une petite PEP. En tous les cas, il y a un intérêt lors de la ventilation mécanique, un intérêt théorique, et est-ce que ça améliore l'oxygénation? On ne sait pas trop. En tous les cas, les études qui ont montré une ventilation avec une PEP, ça montre que ça ne majore pas les fuites. Ils ne sont pas arrivés à montrer qu'il y a forcément une amélioration de l'oxygénation, même si intellectuellement on peut se dire probablement, mais il n'y a pas de majoration au niveau des fuites. Et ces études-là, elles ont été faites chez l'enfant et chez l'adulte. À titre très personnel, je pense que de mettre une petite PEP avec un masque laryngé, si on surveille qu'il n'y a pas de fuite, je pense que c'est une bonne chose. La pression de fuite. Alors, qui dans la salle sait ce que c'est le test pour faire la pression de fuite? Enfin, tout d'abord, qu'est-ce que la pression de fuite? Ça me rassure. Hein. Ça me rassure parce que globalement, je pense que personne ne le sait. Pourtant, dans tous les papiers sur les dispositifs supraglottiques, c'est marqué qu'il faut tester la pression de fuite. Donc en gros, c'est le niveau de pression lorsqu'il y a une fuite. Alors l'alternative de cette pression de fuite, c'est, on va dire, la technique du glouglou. On fait tous pareil, on met, on entend, on attend de voir s'il y a un glouglou. S'il n'y a pas de glouglou, c'est bon, il n'y a pas de fuite. Bon, c'est pas très classe. Probablement la surveillance DVT.
de voir si on a réglé notre VT à 450. Si le VT expiré sur le respi, il est à 250, bah, il y a 200 millilitres qui passent quelque part. Donc il y a probablement une fuite. Mais normalement, cette pression de fuite, on est censé la faire. On met notre valve APL à 30 cm d'eau, on met le patient en VS avec un débit à 6 litres par minute et on regarde à quel moment en fait on va voir des fuites, on va entendre les fuites qui vont apparaître au niveau de la pression qui va monter dans les voies aériennes. Voilà. Le problème, c'est que ces 6 litres minute, s'ils ne refluent pas par le haut et on ne va pas entendre, en fait, ils vont passer dans l'estomac et on a un risque du coup de reflux au niveau gastrique en ayant fait cette test de fuite. Rassurez-vous, sur une enquête nationale de pratique de l'ASFAR, qui n'est pas si vieille, qui date de 2014, ils avaient interrogé sur la pression de fuite et il n'y avait que 30%, alors chez les experts et les non-experts du masque laryngé, il n'y avait que 30% des patients, des praticiens qui déclaraient surveiller cette pression de fuite. Ça reste quand même une minorité, mais pourtant ça reste dans les papiers. Une fuite durant l'intervention. Donc en premier, généralement, c'est approfondir notre niveau du coup d'anesthésie, soit en jouant sur l'hypnotique, donc au bloc opératoire l'agent halogéné, soit en réinjectant un morphinique. C'est possible aussi d'injecter une petite dose de curare, du coup, pour améliorer la ventilation de notre patient. Attention, si on fait la petite dose de curare au moment de la fermeture, on risque de s'exposer aussi, pareil, à un patient qu'on va sortir curarisé. Et ça, le vendredi soir à 18h30, ça fait plaisir à personne. Le repositionnement, essayer de repositionner notre sonde, ou éventuellement de vidanger au niveau gastrique si jamais il y a eu des fuites importantes et que l'estomac s'est un peu dilaté, on peut passer une sonde au travers de ce canal opérateur pour essayer de vider. Et enfin, si on n'y arrive pas du tout, on peut demander de mettre un stop et d'intuber notre patient. Ça, c'est plus facile sur une chirurgie, on va dire, au niveau plus bas, au niveau abdominal, au niveau des membres, que si on était sur une chirurgie maxillofaciale et que le chirurgien a champé. Donc c'est pour ça que une des contre-indications, c'est l'accès aux voies aériennes. L'ASFAR, le congrès m'a demandé du coup de voir un peu de manière disruptive. Alors, la disruption, c'est bien, comme vous voyez sur la photo. Ça peut être de la provocation. Et ça peut être de l'inconscience aussi, ce brave poulet devant KFC, on ne sait pas trop ce qui va lui arriver. Donc on va essayer de voir ensemble, justement, quelles sont les choses qu'on peut faire et les choses qu'on ne devrait pas faire. Alors en premier, on rentre dans le dur. La femme enceinte. La femme enceinte, on est tous d'accord que c'est un beau modèle d'estomac plein qui fait peur à tout le monde. Et comme ça, si on vous dit femme enceinte et masque laryngé, je pense que la plupart des gens diront non, surtout pas. Surtout pas de femme enceinte en masque laryngé. Et en plus, pour une césarienne, vraiment le moment où elle est gonflée comme ça, qui a l'œdème, les voies aériennes ont été modifiées. Et pourtant, il y a pas mal de gens qui ont testé le masque laryngé chez les femmes enceintes. Vous voyez, ça, ce sont toutes les études qui sont quand même relativement récente. La dernière, elle est de 2019. Voilà, ça se fait. Ça se fait, je ne dis pas qu'il faut le faire. En tous les cas, il y a des études dessus. La plupart de ces études avaient quand même une évaluation gastrique avec l'échographie qui permet de voir justement est-ce qu'elles sont vraiment estomac plein ou pas. Donc c'est un élément de réflexion. Attention tout de même à la grande prudence parce qu'on n'a pas beaucoup d'évaluations dessus. En tous les cas, ça peut être une technique de sauvetage. Il ne faut pas jeter le masque laryngé en tant que technique de sauvetage chez la femme enceinte. Pour ceux qui étaient là au cours de ce matin, si on n'arrive pas à intuber notre femme enceinte, elle a beau être estomac plein, ça a beau être pour la césarienne code rouge, on n'arrive pas à l'intuber, on peut mettre un masque laryngé. Souvenez-vous, la priorité, c'est l'oxygénation. Voilà, ça c'est un édito finalement qui reprend sur le dispositif supraglottique dans la césarienne. Et globalement, j'aime bien leur conclusion. C'est, en gros, c'est encore une fois comme le balancier, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour personne. Il y a peut-être certains cas où on peut trouver certaines indications. Alors attention, n'allez pas lundi mettre le masque laryngé à la césarienne code rouge qui arrive chez vous, parce que sinon, ce brave poulet, je pense que si c'est vous, vous finirez comme ça.
Par contre, si vous mettez le masque laryngé parce que vous n'avez pas réussi à intuber votre patiente, à ce moment-là, je pense que le poulet vivra des heures heureuses. Dans l'intubation difficile hors césarienne, donc comme je vous l'ai dit, hein, voilà, le masque laryngé, c'est le niveau 2 de l'intubation difficile, en vue d'une oxygénation, dans un premier temps, et après, certains dispositifs permettent d'intuber au travers de ce masque laryngé. Et si malgré cela, on n'arrive pas à intuber le patient, alors à ce moment-là, on laisse un simple masque laryngé pour la ventilation de nos patients. Deuxième point, l'obésité. Alors, on a de plus en plus d'obèses au bloc opératoire. Il y a les obèses, puis il y a les super obèses. Donc, il faut faire attention sur les études que vous pouvez trouver sur PubMed quand il y a le mot obésity. Parce que obésity, ce n'est pas la même chose si on est sur un IMC à 32 que de l'IMC à 48. Donc, il faut bien prendre les résultats en fonction de leur population. Et la population d'obèses dans le territoire nord-américain est probablement pas la même que chez nous. Pas encore. Peu de données, parfois qui sont contradictoires. Il semblerait qu'il y ait plus d'inhalation. Par contre, c'est plus facile et il y a moins de complications respiratoires autres que l'inhalation, et notamment la toux, le laryngospasme, le bronchospasme, qui peuvent être problématiques chez ces patients-là, et notamment au moment de l'extubation. L'IMC met une fourchette assez large, entre 30 et 35. En dessous de 30, il n'y a pas de souci. Entre 30 et 35, on ne sait pas trop. Il y en a qui disent que c'est à 30, d'autres qui disent que c'est à 35. Donc peut-être que c'est acceptable. En tous les cas, au-dessus de 35, probablement, il ne faudrait pas. Au-dessus de 40, je pense qu'on est tous d'accord. Mais pareil, à 35, on y est vite, du coup, l'IMC à 35. Et après, il faut voir la différence de l'IMC à 35 du rugbyman, qui est immense, très costaud, de l'IMC à 35, parce qu'on a un peu trop abusé des plaisirs de la vie. Les indications, en tous les cas, c'est peut-être les gestes sur la sédation procédurale, des patients chez qui, d'habitude, on ne va pas mettre ni d'intubation ni de masque laryngé. On laisse en VS et on injecte un peu de propofol. Peut-être que ces patients-là, c'est intéressant de mettre un masque laryngé pour favoriser l'oxygénation. Pourquoi pas pour mettre une pression expiratoire positive. On sait que chez les patients obèses, c'est encore plus important que chez le patient non obèse. Pour faciliter l'oxygénation durant l'intubation et bien sûr toutes les techniques de rescue, on revient dans l'algorithme d'intubation difficile. Et alors on peut aller toujours plus loin. Maintenant on a vu la femme enceinte, le patient obèse, et là c'est le patient obèse qui a une sténose des voies aériennes. Il y a des cas cliniques qui sont, c'est infini. Bientôt ça sera avec l'anesthésiste bourré, enfin ça c'est un pléonasme. Mais vous voyez, on peut aller toujours plus loin et je pense qu'il y a des case reports qui sont intéressants. Mais voilà, attention, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi du coup avec nos patients. Célioscopie. Alors ça, c'est quelque chose qu'on rencontre quotidiennement au bloc opératoire. Pouvons-nous mettre le masque laryngé avec une célioscopie? Alors, qui c'est qui met des masques laryngés avec une célioscopie? Comme la pression de fuite, hein, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Vraiment, c'est quelque chose qu'on ne fait pas ou qui reste marginal. En tous les cas, je pense que si lundi, sur la première célioscopie, vous dites on va mettre un masque laryngé, la plupart des gens vont vous dire non, non, t'es fou, il ne faut pas. Et c'est vrai que je ne mets pas de masque laryngé sur des célioscopies. Mais pourtant, en regardant, il y a beaucoup de données dans la littérature, énormément d'essais randomisés contrôlés. En plus, ce n'est pas des case reports, hein, c'est des études qui sont plutôt bien faites. Et les données, elles sont plutôt rassurantes, en tous les cas. Donc, par contre, il n'y a aucune recommandation là-dessus. Tout le monde a peur du risque d'inhalation, notamment sur l'augmentation des pressions intra-abdominales. En pratique, c'est très peu utilisé. Ce graphique, il est issu de la même revue, de la même enquête nationale de pratique des anesthésistes sur l'utilisation des dispositifs supraglottiques, la première qu'on avait vue. Et en fait, ils demandaient justement chez les marques qui étaient experts et non experts s'ils utilisaient dans ces indications-là le masque laryngé. Et la célioscopie, vous voyez, on est à peine à 5%. On ne l'utilise pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que la place plus tard dans le futur sera à déterminer. Mais c'est vrai qu'en tous les cas, si on se base juste sur de l'évidence-based medicine, alors
il n'y a pas que ça dans la médecine, mais si on se base là-dessus, les données semblent plutôt rassurantes. Il ne semble pas y avoir plus d'inhalation, en tous les cas, lorsque l'on utilise chez certains patients. Donc, à voir dans le futur, est-ce qu'on aura des indications dessus? En tous les cas, ça sera intéressant. Juste une petite aparté, si jamais les gens, vous voulez mettre un masque laryngé sur une sonde, sur une célioscopie, il faut utiliser des deuxième génération. Il faut bien qu'il y ait le canal opérateur d'accès gastrique qui puisse vidanger l'air et qu'on puisse avoir accès si jamais il y a des petits reflux au niveau gastrique pour pouvoir aspirer. On sort un tout petit peu de l'anesthésie, mais on est sur de la médecine périopératoire et ça peut arriver au bloc opératoire. Le cas de l'arrêt cardio-respiratoire, c'est vrai que quand on est appelé dans les services, souvent on se jette un peu dessus, on l'intube, c'est la première chose qu'on fait. Alors il y a plein d'études qui ont montré que probablement il n'y avait pas forcément besoin d'intuber, on pouvait mettre au masque. Voilà. Et après certains ont dit, mais pourquoi on ne mettrait pas un masque laryngé? Surtout que en préhospitalier, dans beaucoup de pays, ce sont des paramédics, ce ne sont pas des médecins qui interviennent sur les arrêts cardiaques. Donc, pourquoi ne pas mettre un masque laryngé tout simplement? Les premiers résultats étaient très prometteurs, en tous les cas, le JAMA de 2018, c'était très prometteur sur l'intérêt de mettre le masque laryngé. Puis ils ont refait une étude, et finalement, non. En tous les cas, il n'y a pas de différence de mortalité. Il n'y a pas de différence de mortalité immédiate, mais il n'y a pas de différence de mortalité à 3 mois et à 6 mois, et aucune différence médico-économique. Donc ils sont un peu revenus dessus, et dans les dernières recommandations publiées dans Circulation en 2020, ce n'est pas recommandé en première intention, en tous les cas, sauf contexte d'algorithme d'intubation difficile, mais il n'est pas recommandé de mettre un masque laryngé chez nos patients. Et enfin, dernier point, pour le geste qui peut être fait en réanimation, la trachéotomie, on manque de données. Certaines équipes le font, de mettre un masque laryngé. D'autres équipes en fait retirent la sonde d'intubation pour se mettre à cheval sur les cordes vocales. À Clermont, on a fait les deux. C'est vrai que le masque laryngé, quand même, c'est confortable. On voit bien, ça améliore la visibilité. Il y a plus de problème de ponctionner à chaque fois dans le ballon. Voilà, mais on a très peu de données. Le problème, c'est la perte de protection des voies aériennes. Le risque de saignement où à un moment donné on ne pourra plus rien voir, et bien sûr la mobilisation au cours du geste. En tous les cas, il y a des données à étudier pour voir un peu par la suite. Donc pour conclure sur ces dispositifs supraglottiques, il y a ces dispositifs dans l'arsenal thérapeutique de l'anesthésie, mais également de réanimation. Est-ce qu'il n'y a pas une sous-utilisation? Peut-être, peut-être. Alors, on attend de nouvelles données, on espère qu'elles viendront pour savoir si s'il y a des nouveaux cas de figure dans lesquels on peut utiliser de manière sécuritaire ces dispositifs supraglottiques. Les nouvelles indications également à définir. Et bien sûr, comme tout, il faut toujours connaître les limites d'un dispositif pour ne pas faire n'importe quoi. C'est bien d'être dans l'innovation, c'est bien disruptif, mais il ne faut pas être inconscient, notamment pour nos patients. Et enfin, je trouvais cet édito dans Minerva Anesthesiologia de 2018 qui, en fait, a fait tout un laïus sur l'évolution des dispositifs supraglottiques en comparaison avec l'évolution des espèces avec Darwin, et de dire que finalement, en fait, ça a suivi l'évolution des pratiques de l'anesthésie-réanimation, et toutes les nouveautés qui étaient bénéfiques pour l'anesthésie-réanimation sont restées dans les dispositifs, et tout ce qui était acquis mais n'était pas utile pour l'anesthésie-réanimation, en fait, a été mis de côté. Et je trouvais que c'était une belle analogie pour les dispositifs. Voilà, je vous remercie pour votre attention.